C'est un plaisir d'être là et de voir parmi vous tant de visages amis. Comme disait Vincent, ça remonte à plus de 20 ans dans certains cas. Et je suis très touché de votre présence. Je tiens à vous remercier tous d'être venus et à toi, Catherine, en particulier, pour avoir organisé tout ça. C'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je suis très touché. Je vais lire des extraits dans l'Exergue, ce livre qui est sorti en janvier de l'an dernier. Comme Vincent l'a dit, c'est une exploration de la citation, de l'épigraphe, de notre tendance à vouloir recycler ce que d'autres ont dit. Il fonctionne sur le dispositif suivant. À chaque page, il y a 2 citations en exergue, avec un commentaire, une glose. Et puis le texte entier est parsemé de métacitations, donc des citations sur les citations. Je vais en lire quelques-unes aussi. Le texte commence par une citation de Borges. Je constate, avec une sorte de mélancolie douce amère, que tout au monde me ramène à une citation ou à un livre. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. Marguerite Duras. J'écris pour pouvoir lire ce que je ne sais pas que j'allais écrire. Claude Roy. La déclaration paradoxale de Duras me fascine depuis longtemps. Écrire pour voir ce qu'on écrirait si on écrivait, n'est-ce pas déjà écrire? Ou s'agit-il de différentes manières d'écrire, c'est-à-dire sur les plans imaginaires et réels, celle-ci étant une vraie activité, censée dévoiler le produit théorique d'une activité hypothétique qui, ce faisant, devient réelle? Elle exprime le simple fait, en principe évident, qu'écrire n'est ni penser ni parler. C'est une activité à part, et son produit ne peut pas être connu avant d'être lu. Et pour que cela soit possible, il faut l'avoir déjà écrit. Il s'ensuit qu'on doit faire la chose afin de savoir ce qu'on ferait si on la faisait. Un texte écrit serait donc la trace réelle, c'est-à-dire matérielle, graphique, d'une vraie activité, engendrée par une supposition dont elle peut différer, sinon rendre superflue la réalisation. Ayant écrit, je sais désormais ce que j'écrirais si j'écrivais, et je n'éprouve donc plus aucun besoin de l'écrire. L'affirmation de Roy, quoique essentiellement synonyme, ajoute une nuance, celle de la lecture et sa relation avec l'écriture. J'écris afin de pouvoir lire la chose que j'ignorais que j'écrirais. Donc, écrire me dévoile non pas seulement ce que j'écrirais, il me donne l'occasion de lire ce que j'aurais écrit. Et c'est pour cette raison, plutôt que pour apprendre tout simplement ce que j'écrirais si j'écrivais, que j'écris. Idée qui rime avec cette phrase de Francis Ponge, « Ce que j'aurais envie de lire ». Tel pourrait être le titre, telle la définition de ce que j'écrirai. Comme avec celle-ci de Ralph Gibson, une des raisons pour lesquelles je fais des photos, c'est que je me plais à les regarder. Nous nous livrons à une activité particulière pour nous offrir le plaisir de consommer le produit de cette activité. Nous sommes changés autant par l'acte d'écrire des livres que par celui de les lire. Raymond Tallis. Même le fait que je vais publier un livre changera ma vie. Je ne serai plus inédit. J'y perds donc quelque chose. Fernando Pessoa. L'affirmation de Tallis est un flagrant truisme. Et non pas seulement parce que nous vieillissons en écrivant et en lisant et sommes donc différents physiologiquement après avoir produit ou consommé un livre. Nous changeons à bien d'autres égards aussi, via les transformations émotionnelles, psychologiques et intellectuelles que nous subissons en écrivant et en lisant des livres, via le développement des régions de notre imagination touchées par ces transformations et ainsi de suite. Pessoa souligne un autre changement évident,
même s'il est peu fréquemment considéré, et qui viennent avec le fait de publier un premier livre, La perte de notre ancien statut. Comme ce dernier est caractérisé par le manque, au moins du point de vue d'un écrivain, il peut paraître ironique d'en dépeindre la fin comme une perte, mais c'en est bien une, l'équivalent du fait de perdre sa virginité ou de la fin de n'importe quel état ou qualité initiatique, même celui de ne pas avoir lu un livre donné, comme Pessoa lui-même, enfin Bernardo Soares, a aussi noté. Avoir déjà lu The Pickwick Papers est une des plus grandes tragédies de ma vie. Je ne peux pas retourner en arrière et le lire pour la première fois. Ouvrir un livre de poésie, c'est vouloir s'éclairer avec une bougie en pleine déflagration de bombes à hydrogène. Philippe Jacotet. Je suis pleinement conscient de participer à une activité qui devrait faire bouger plus les choses qu'elle ne fait. Brian Eno. 2 commentaires sur l'humilité de l'art. Jacotet l'exprime par une image délirante qui doit son humour autant aux métaphores qu'il emploie. Poésie égale bougie, déflagration de bombes à hydrogène égale tout le reste. Qu'à leur juxtaposition éblouissante, alors que Eno la reconnaît simplement avec un sourire plein d'autodérision. Mais leur ironie mise à part, on peut très bien prendre ces observations pour des éloges indirects d'un aspect important mais souvent méconnu de l'art, sa modestie relative. Dans un monde de plus en plus marqué par des événements qui se déroulent à l'échelle de la planète, catastrophes écologiques, conflits militaires qui se généralisent, crise des réfugiés, guerre commerciale, pandémie virale, etc., l'art reste une force discrète et comparativement limitée. En dépit des efforts continuels pour le dramatiser, le monétiser et le rendre plus favorable à la famille, il résiste. Et sa véritable puissance, la capacité de transformer les esprits et les vies, continue à fonctionner sous le seuil de la visibilité sociétale. Que cette transformation se produise principalement sur le plan de l'individu, c'est-à-dire un esprit à la fois, laisse entendre une granularité qui témoigne de la puissance du petit. Quelque chose qu'a bien senti Agnès Varda, reconnaissant cette qualité en elle-même. « Je suis petite », a-t-elle dit dans un entretien vers la fin de sa vie. « J'ai toujours été petite, mais seulement sur le plan physique. » Tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. Roland Barthes. La fonction de l'exergue est largement de donner à penser, sans qu'on sache quoi. Michel Charles. Se méfier des penseurs dont l'esprit ne fonctionne qu'à partir d'une citation. Émile Michel-Sioran. Je devrais faire un assez grand emploi des citations. Jamais, je crois, pour donner de l'autorité à une quelconque démonstration, seulement pour faire sentir de quoi auront été tissées en profondeur cette aventure et moi-même. Guy Debord. Chaque livre est une citation, et chaque maison une citation de toutes les forêts, de toutes les mines, de toutes les carrières, et chaque homme est une citation de tous ses ancêtres. Ralph Waldo Emerson. Le plus puissant effet oblique de l'épigraphe tient peut-être à sa simple présence, quelle qu'elle soit. C'est l'effet épigraphe. Gérard Genette. Je n'ai rien à dire et je le dis. Et c'est la poésie qu'il me faut. John Cage. Je n'écris pas pour dire que je ne dirai rien. Je n'écris pas pour dire que je n'ai rien à dire. J'écris. Georges Perec. Ce début de la conférence sur rien de 1959 de John Cage
suggère qu'il s'agit plus d'un poème que d'une conférence à proprement parler. Roman Jakobson, qui l'année suivante écrivit que l'accent mis sur le message pour son propre compte est ce qui caractérise la fonction poétique du langage, aurait sans doute été d'accord avec cette détermination. L'affirmation de Cage n'en est pas moins contradictoire pourtant, puisque dire qu'on n'a rien à dire, c'est quand même dire quelque chose. C'est un énoncé signifiant. Il signifie, cet énoncé est sans signifiance, ce qui bien sûr n'est pas possible. Ce n'est pas moins vrai du silence, c'est-à-dire de l'absence de son, comme Cage lui-même le comprit, le pratiqua et le prêcha. Ayant entendu dans une chambre anéchoïque la circulation de son propre sang et le fonctionnement de son système nerveux, il conclut qu'on n'a pas à craindre pour l'avenir de la musique. Pas avant de mourir en tout cas, après quoi la question est peut-être discutable. Même s'il peut paraître irrévérencieux de citer les propos de Pérec dans ce contexte, je le fais parce qu'ils ont aussi à voir avec le fait de ne rien dire, de ne rien avoir à dire. À la différence de Cage, pourtant, Pérec dit clairement que ce n'est pas son cas. Ce qui importe, c'est que ce n'est pas la raison pour laquelle il écrit. Cette raison, il la donne dans la phrase qui suit. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit écrire parce que quelque chose. Parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture, et non pas afin de quelque chose, ce qui n'est pas négligeable, parce que suggère une impulsion, un point de départ seulement, afin de un but, un point final, une téléologie. Écrire sans but défini, c'est écrire intransitivement, et ce mot nous rappelle quelques-unes des dichotomies bien-aimées de Barthes. Écrivain, écrivant, écriture, écrivance, œuvre, texte, lisible, scriptible, etc. Et écrire intransitivement, c'est contourner la question de dire quelque chose ou de ne rien dire. C'est le fait de dire tout court qui compte. Je lis depuis combien de temps, j'ai pas fait le temps. Ça va. J'ai le temps pour encore un petit passage. Ah bah oui, si on a une montre, il faut la regarder de temps en temps. Mais j'oublie. Ok. Mourir, c'est comme vivre. Seulement l'inverse. Clarice Lispector. Elle commence dans l'émerveillement et dans l'émerveillement, elle finit. Iris Apfel. Ces deux déclarations forment un beau contrepoint, suggérant une circularité à la vie. En plus, celle de Lispector évoque un chiasme, puisqu'elle implique que nous avançons de la naissance à la mort, rien que pour faire marche arrière et mystérieusement retourner à nos origines. Il s'ensuit que la naissance est à la mort ce qu'est la mort à la vie, le point final d'une post-vie commencée à son autre extrémité. Serait-ce dire qu'être décédé, c'est revivre dans la mort, la naissance représentant l'acte et le moment ultime de celle-ci, tout comme la mort représente ceux de la vie, avant que nous n'abandonnions notre post-vie pour réapparaître en une autre itération de notre anté-post-vie pour revivre à nouveau? La solennité du sujet m'empêche de me demander trop sérieusement si, après être mort, nous ne rajeunirions pas, devenant moins âgés et physiquement plus petits, pendant que nous retournions à la renaissance, moment auquel tout le processus s'inverserait à nouveau, et nous grandirions et vieillirions une fois de plus, tout en déclinant jusqu'à la remort, à partir de laquelle retour au redébut encore. On dirait une littéralisation schématisée du processus de la réincarnation. Et on comprend mieux la supplication de George Harrison dans la chanson « Give me love, give me peace on earth ». Keep me free from birth. L'affirmation d'Apfel est certes moins paradoxale et plus poétique. La trajectoire de la naissance à la mort n'est pas coincée dans un aller-retour ressemblant à un chiasme. C'est plutôt la manière dont commence et finit la vie qui lui donne sa circularité dans l'enchantement.
je trouve l'idée de début et de fin insondable beaucoup plus satisfaisante, comme lecteur et aussi comme viveur. Je suis rassuré et d'une certaine manière réconforté par le rappel que nous ne pouvons pas tout savoir, que toujours certaines choses nous échapperont ou résisteront, nous resteront cachées ou opaques, et que nous devons non pas seulement accepter et vivre avec elles, mais qu'en plus il est possible que nous tirions du plaisir de leurs secrets. Pour moi, ce plaisir serait atténué, sinon complètement éteint, s'il était certain que le moment mystérieux passé, on n'aurait pas d'autre choix que de tout refaire à nouveau. Il vaut mieux que certaines portes restent fermées, certaines questions sans réponse, et bien heureusement, il est probable que ce sera toujours ainsi. Comme Cosme Plotkov le reconnut, témoignant d'une heureuse intuition, personne ne pourra saisir l'insaisissable. Le livre se termine sur une espèce de post-épigraphe, épigraphe de la fin, de Borges encore. À elle seule, la vie est une citation. Merci.